rebonjour, bienvenue pour cette deuxième séquence de notre webinaire destiné à l'innovation. Et j'ai la joie d'être avec Béatrice Dupuis, présidente directrice générale de Procter & Gamble France et Benelux. Bonjour Béatrice. Bonjour. Et alors est avec nous en ligne Nicolas Nekoff, le directeur général de Ferrero France. Bonjour Nicolas. Ah, là on n'a pas... Pardon Nicolas, pardon, on avait une coupure de son. Vous nous entendez? Ok, bonjour à tous. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne très bien. Merci à tous. Super. Bonjour Yves, ravi d'être avec vous. Merci à tous les deux d'être là. Mais ma question générale est toujours assez simple pour commencer. C'est finalement comment vous voyez la conjoncture, on va dire globalement, de vos marchés et de vos entreprises depuis cette demi-année 2021, alors qu'on attaque le dernier trimestre. Béatrice Dupuis. Alors nous, on est en année fiscale, donc je vais vous parler 2021, qui a fini cette année, cet été. C'est une année qui a été, on va dire, bonne pour nos produits en général. On a des produits essentiels pour le consommateur. Ça s'est révélé encore plus pendant la crise. Le deuxième facteur qui a rendu cette année, je dirais, bonne, est le fait qu'on avait déjà anticipé certaines tendances qui se sont accéléré pendant cette période de Covid, comme le e-commerce, comme le drive, comme la naturalité. Et la troisième chose qui nous a vraiment permis, je dirais, de délivrer derrière les attentes des consommateurs, c'est qu'on a été très clair sur les priorités. Nous avions priorité numéro 1, la sécurité de nos employés, avec la sécurité aussi de toutes les personnes qui travaillent dans l'usine et qui ont produit tous les jours sans interruption. Deuxièmement, servir le consommateur et supporter les communautés. Donc avec ces priorités très claires, on a été capable, je dirais, de délivrer derrière l'ensemble des attentes. Et donc on a eu une année, je dirais, très bonne, avec des catégories qui ont beaucoup souffert et d'autres qui ont été vraiment poussées par la croissance. Absolument. Nicolas Nekoff, pour Ferrero, j'imagine que l'année, ça doit être bon. On parle beaucoup du retour de la gourmandise d'ailleurs. C'est une bonne chose, la gourmandise. Peut-être tout à l'heure, mais écoutez, je crois que comme ça vient d'être dit, on a vécu tous 18 mois de crise, c'est long, et ça a mis quand même sous tension nos modèles économiques. Je pense effectivement qu'on a tous réussi collectivement, je pense, à déjà protéger la continuité du travail, à travers des protocoles sanitaires et une gestion de crise qui a permis de protéger nos salariés. On a observé, et moi je l'ai observé, une forme de solidarité collective avec nos salariés, avec nos fournisseurs, nos clients, qui a été extrêmement puissante en France. Et ça nous a permis effectivement de continuer à produire et d'approvisionner toute la chaîne jusqu'au magasin. On a une usine en France, comme vous le savez, ici en Normandie, à Villers-Récal, qui ne s'est jamais arrêté de tourner. Et par expérience, dans le groupe Ferrero, d'autres usines ont dû s'arrêter. Je prends l'exemple de la Chine ou de l'Inde, où pendant même quelques semaines, on a dû arrêter la production. Et ça n'a pas été le cas en France. Donc, je pense que c'est une belle leçon de ce qu'on a été capable de faire collectivement. Après, je pense que les mécanismes de soutien financier, économique, qui ont été aussi produits en Europe et particulièrement en France, ont permis de garder un climat de confiance. Ça a été très important. Et du coup, de favoriser la reprise économique qu'on est en train de voir. Plus particulièrement pour nous, c'est vrai qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais les produits plaisir ont plutôt été favorisés dans cette période. Il y a une autre tendance dont on reparlera peut-être, c'est à la faveur des confinements, le plaisir de se retrouver, de cuisiner ensemble. Et ça a pu porter certaines marques, je pense particulièrement à Nutella, avec lequel les gens ont beaucoup cuisiné pendant cette période-là. Donc, on va dire qu'on a traversé cette crise un petit peu comme tout le monde, peut-être en bénéficiant de certaines tendances qui ont été positives. Après, on voit une reprise qui s'amorce. Donc, moi, je vois l'avenir et les prochains mois avec optimisme, même si, on en reparlera aussi peut-être tout à l'heure, mais on voit quand même une surchauffe économique qui génère une tension à la fois sur les prix, mais aussi sur la disponibilité des matières premières, de tous ordres, matières premières agricoles, packaging, transport, etc. On voit quand même aussi certaines tendances de fond qui se sont accélérées, qu'il va falloir adresser dans nos organisations pour capturer les fruits de cette reprise. Voilà, et on en parlera peut-être tout à l'heure quand on parlera d'innovation. Alors vous avez des points communs tous les deux, sociétés étrangères, mais avec des usines en France, et surtout le point commun, vous êtes réputés, deux groupes réputés pour leurs innovations. J'ai envie de dire que les unes qui succèdent aux autres. Béatrice Dupuis, comment Procter & Gamble France, comment l'entreprise est-elle organisée pour innover? Alors,
Avant de répondre à cette question, il y a un élément clé qu'il faut avoir en tête, c'est le fait que la France est un pays prioritaire pour Procter & Gamble dans le monde. Et du coup, il n'y a que 10 pays prioritaires dans le monde. Du coup, ça a une influence énorme sur la manière dont on va innover. Ce qui est quand même très important, parce qu'on a la spécificité française de s'auto-flageller, de se dire qu'on est devenu un petit pays. Non, ce n'est pas le cas pour Procter. C'est quand même très important, il faut le redire. Et c'est pour ça que je le redis à chaque fois, parce que quand on est un pays prioritaire, ça nous donne plus de moyens. Je vais vous donner quelques exemples. On a 600 chercheurs dans notre centre de R&D à Bruxelles qui travaillent pour comprendre le consommateur français, pour pouvoir répondre de manière technologique aux demandes du consommateur français. On a beaucoup plus de moyens pour écouter le consommateur français. Juste sur Pampers, vous avez plus de 2000 focus group par an, uniquement sur les mamans ou sur les papas. Donc, vous voyez, on a beaucoup plus déjà de moyens. On a investi dans nos usines également en France. Sur nos 2 usines d'Amiens et Blois, on a investi plus de 300 millions sur les 4 dernières années. Amiens pour quel type de produit? Amiens pour la lessive et Blois pour les shampoings. En plus, il faut savoir que le Made in France est très reconnu et que ces 2 usines exportent dans plus de 50 pays dans le monde. Donc, vous voyez, c'est vraiment très... je dirais la France est un vrai fleuron et à ce titre-là aussi un vrai pays prioritaire. Alors après, comment on est organisé pour innover? En fait, on a 5 vecteurs qui sont très importants pour nous. D'accord? Alors, le premier vecteur, c'est il faut qu'on amène un produit supérieur, une performance claire qui rend ce produit supérieur. La deuxième chose, c'est un packaging supérieur. Et ça, c'est le deuxième vecteur. Donc, on va s'assurer, si je prends par exemple l'exemple de Gillette, où on a été le premier pays au monde à amener un packaging en carton 100% recyclable à base de 50% de carton recyclé. Ça, c'est une supériorité packaging. C'est depuis combien de temps ce deuxième point? Parce que le premier point, j'imagine, ça a toujours été le cas de Procter. Ils ont toujours voulu apporter de meilleurs produits. Mais l'emballage, le packaging est devenu un critère important depuis combien de temps? On va dire que les 5 vecteurs que je vais évoquer là sont très intentionnels depuis 2-3 ans. D'accord. C'est-à-dire qu'avant, on va dire qu'effectivement, il y avait certains éléments qui étaient déjà très présents, mais on n'était pas aussi intentionnel sur la clarification de chacun des vecteurs et surtout sur le fait que sur chacun des vecteurs, notre volonté, c'est d'être supérieur, ce n'est pas d'être à parité. Donc, premier vecteur, la supériorité produit. Deuxième vecteur, packaging. Troisième vecteur, la communication média. D'accord ? Il faut savoir que là aussi, on a un objectif très clair qui est de dire il faut que le consommateur connaisse nos produits. Pour ça, il faut qu'il ait une présence à l'esprit de nos produits. Ça se traduit par on est aujourd'hui le premier annonceur média de tous les produits FMCJ. On a gardé tous nos investissements médias sur toute cette période-là. Quatrième vecteur, et là on va rentrer dans des choses sans doute dont on parlera plus tard, mais quatrième vecteur, c'est la supériorité dans l'exécution. Alors ce qu'on a fait là aussi en tant que pays prioritaire, des moyens supplémentaires, on a doublé notre force de vente. Ils sont combien donc aujourd'hui ? Maintenant ils vont être plus de 200. Et très clairement, l'objectif c'est de s'assurer que le produit, l'innovation va être disponible très rapidement et elle va être visible aussi physiquement très rapidement. Et le dernier vecteur, c'est le vecteur de la supériorité en termes de création de valeur. Et pour ça, il y a deux cibles clés, le consommateur. Donc le consommateur, il faut que l'innovation qu'on lui amène crée une valeur pour lui, c'est-à-dire un produit plus performant qui répond à un besoin auquel il n'avait pas répondu. Et pour le distributeur, il faut que l'innovation que nous amenions fasse croître la catégorie. Et c'est ça l'enjeu, c'est ça qui fait que, je dirais, nos produits sont plébiscités par les consommateurs et aussi par les distributeurs. Et donc aujourd'hui, Procter France, c'est combien de références? Il y a combien d'innovations par an? Combien d'entrées, on va dire? Pendant la pandémie, juste pour rappel, sur l'ensemble des catégories de nos marchés, le chiffre d'affaires généré par les innovations a été de moins 25%. Qui se comprend, logiquement, il y a eu ça a été la crise, on a tous été perturbés, etc. Dans ce contexte-là, nous avons fait exception, nous avon maintenu l'ensemble de nos innovations. Nous avons lancé plus de 30 innovations, ce qui était déjà bien supérieur à ce qu'on avait fait les années précédentes.
Et c'est aussi pour ça, je dirais, enfin, c'est aussi la responsabilité d'un pays prioritaire, c'est-à-dire que voilà, il faut accélérer. Et cette année, nous allons aller avec plus de 40 innovations. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose. Et on a des innovations, si je prends pendant la pandémie, juste pour vous donner 3 exemples. Allez, vous êtes venu avec des exemples. Oui, j'aime bien, mais non. Vous avez raison, il faut montrer les produits. Non, mais parce que c'est vraiment important. Tu sais, quand on parle d'innovation, il y a énormément de choses, d'accord? Donc on est venu avec un nouveau produit sur une catégorie, sur la catégorie du marché des lave-vaisselle. On est venu également avec des nouvelles marques. Alors, bon, King's Gillette, là, je vous ai amené le dernier blockbuster qu'on va lancer là. Mais King's Gillette, c'est une marque qui a été créée pour la France et qui a été lancée en avant-première en France. Donc, vous voyez, même quand on parle des 30 innovations, on a eu des innovations quand même majeures qui ont fait la différence à la fois pour le consommateur ou pour la catégorie. Ferry, 90% de la croissance de la catégorie sur les détergents lave-vaisselle. Voilà. Et on va continuer. Alors, Nicolas Nekoff, pour Ferrero, comment vous êtes organisé pour Ferrero France pour innover? Et tous les ans, j'ai envie de dire, vous trustez quasiment les meilleurs chiffres d'affaires en innovation. Merci. Écoutez, alors, l'organisation, c'est toujours le reflet d'une ligne stratégique. Hein. Elle soutient un peu une philosophie qui est différente, je dirais, chez Ferrero de ce qu'on vient d'entendre. Ni mieux ni moins bien, mais c'est une question de posture par rapport à l'innovation. Chez Ferrero, il y a peu d'innovation, mais on a une philosophie d'innovation durable, pérenne. C'est-à-dire qu'il va y avoir entre 1 et peut-être 3 innovations par an. Mais aujourd'hui, cette innovation, elle représente la moitié de notre croissance. D'accord? Donc, il y a 3 critères pour nous. C'est des processus qui sont très longs de recherche et développement pour développer ces innovations chez Ferrero. Et elles doivent répondre toujours à 3 critères. Le premier, c'est un peu en parallèle de ce qui a été dit par l'invité que vous avez avec vous, la directrice générale de Procter, c'est de répondre à une tendance de consommation, à un insight qui soit fort et qui donne une base de consommation pérenne dans le temps à une innovation. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est vraiment d'apporter quelque chose à la catégorie dans laquelle cette innovation arrive. Ça, pour garantir le fait que l'innovation puisse créer de la valeur pour nos clients et d'apporter quelque chose à la catégorie dans le temps. Le troisième critère, c'est d'avoir une plus-value technologique, une dimension technologique qui permette de protéger cette innovation dans le temps et lui permettre d'être copiée le moins possible, ou en tout cas le plus tard possible, ou pas du tout. D'accord? Donc il y a toujours, même si on parle d'agroalimentaire, toujours une valeur technologique et beaucoup de brevets technologiques dans les innovations qui sont développées chez Ferrero. Donc aujourd'hui, en termes d'organisation, pour supporter cette ligne stratégique, on a à peu près 1000 personnes qui travaillent dans la recherche et développement chez Ferrero, au Luxembourg, en Italie, à Singapour, également aux États-Unis, puisque dans l'empreinte mondiale du groupe, comme on travaille des ingrédients agroalimentaires, on a aussi l'ambition de développer des centres de R&D spécifiques pour certaines régions du monde et capitaliser sur des ingrédients qui vont pouvoir être disponibles sur certaines zones géographiques. Après, on a des processus de test qui sont très longs. Il faut, par exemple, si je prends la dernière innovation que nous avons lancée sur le marché des biscuits Kinder Cards, il a fallu 5 ans de développement et de tests pour cette innovation. Nutella Biscuit, qui est une autre innovation que nous avons lancée il y a 3 ans, il a fallu quasiment 7 ou 8 ans entre le moment où on a designé le concept de ces innovations et le moment où on a lancé ces produits. Donc, on a des phases de tests qui sont très longues, d'accord, y compris des tests en magasin sur des zones géographiques en France, qui nous permettent, en fait, qui ont un avantage, c'est de comprendre quel est le potentiel, pas seulement dans la période de lancement, mais également sur 1 ou 2 ans de ces innovations. 1, pour être sûr qu'elles sont durables, et 2, pour définir le montant d'investissement qu'on est capable de mettre derrière ces innovations. Et comme on a une lecture très claire de leur potentiel, dans le temps, on est capable de mettre beaucoup d'investissements, qu'ils soient médias ou magasins, derrière ces innovations pour en faire des succès. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres de succès sur les derniers lancements? Écoutez, on parlait de Kinder Cards, effectivement, qui a trusté, effectivement, qui était dans le top 3 du rayon des biscuits. Nutella Biscuit, qui a été également la première référence des biscuits l'année de son lancement. On a lancé également l'été dernier des glaces sous la marque Ferrero Rocher et Raffaello, qui ont été le meilleur lancement des glaces
sur les 10 dernières années et qui ont permis de truster 8% de part de marché sur la première saison. Donc, vous voyez, on a une stratégie qui vise à porter nos grandes marques, qui sont des marques de chocolat, dans des catégories connexes, que ce soit le biscuit, les glaces, de l'épicerie sucrée, pour créer de la valeur. Et c'est effectivement cette façon d'envisager l'innovation permet à chaque fois de positionner ces marques dans le top 5, le top 3, voire numéro 1 des catégories dans lesquelles on intervient. Béatrice, Nicolas disait, Je vais vous donner un chiffre. Les innovations donc si vous en voulez un peut-être global, l'année dernière, les innovations Ferrero représentaient 75 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, joli chiffre. Voilà, c'est la moitié de notre croissance. Béatrice, Nicolas disait 5 à 7 ans pour lancer une innovation. On est sur la même durée à peu près de recherche et de développement pour un nouveau produit chez Procter? Oui, bien sûr, ça dépend des produits, mais oui, absolument. La technologie est quelque chose, pour avoir une vraie supériorité produit, il faut absolument que le temps a son importance. Et même quand on a un produit technologiquement supérieur, je vais revenir à Ferry, mais Ferry est un produit qui existait dans le reste du monde avant qu'il soit lancé en France. Mais pour qu'il soit vraiment, je dirais, pour qu'il réponde aux besoins du consommateur français, il a été retravaillé. Il y a quand même 50 chercheurs qui ont travaillé spécifiquement sur 90 formules différentes pour répondre avec cette capsule au type de cuisine et de vaisselle utilisée par les Français. Donc la technologie est vraiment, je dirais, le fil rouge de toutes les innovations sur lesquelles on travaille. Alors qu'est-ce que vous demandez aux distributeurs? Parce que maintenant, il y a eu donc les 5 à 7 ans de travail chez vous. Et de temps en temps, on sait, alors on va le dire, il y a de temps en temps un petit peu trop de temps pour que les produits arrivent en magasin. Qu'est-ce que vous avez envie de demander aux distributeurs pour accélérer la mise en avant des innovations? Je pense que vous avez tout à fait raison sur le fait que les innovations, elles mettent trop de temps à arriver. Quand vous demandez aux consommateurs, il y a encore presque 20% des consommateurs qui se plaignent de ne pas voir l'innovation qu'ils ont vue à la télé ou sur d'autres canaux de médias et qui ne les trouvent pas en magasin. Donc la première responsabilité que nous avons de manière conjointe avec le distributeur, c'est une distribution extrêmement rapide de toutes les innovations et partout. Partout, parce qu'on a vu qu'avec la pandémie, et ça c'est une tendance qui va durer, le consommateur est devenu, je dirais, il fait ses courses dans plusieurs réseaux de distribution, c'est plus comme avant. Donc il est important d'avoir une montée en distribution très rapide sur tous les circuits. C'est aussi pour ça que notre force de vente est là pour aider cette montée en distribution. Et puis la deuxième chose, c'est rendre visible l'innovation. Alors, nous, on essaie de la rendre visible la plus possible à travers les médias pour que le consommateur ait en présence d'esprit. La responsabilité du distributeur, c'est de la rendre visible en magasin ou en ligne. Et là aussi, c'est pour ça qu'on essaye, je dirais, d'aider avec des solutions merchandising. Si on prend l'exemple d'Oral Care, là, je vous ai également amené les brosses à dents électriques, IO avec une vraie révolution technologique là pour le coup et il est très important que le consommateur comprenne comment ça marche et donc on a plus de 1200 POC Centers, donc ce qu'on a appelé des centres en fait, des boutiques merchandising qui sont dans le rayon, qui peuvent expliquer au consommateur quels sont tous les produits qui sont à sa disposition, où il peut les toucher, il peut les essayer et faire son choix. Donc on a une responsabilité de rendre visible et d'expliquer au consommateur comment fonctionne cette innovation. Nicolas Neckhoff, qu'avez-vous envie de demander aux distributeurs pour accélérer l'innovation et favoriser l'innovation? Écoutez, je rejoins un peu ce qui a été dit. Pour nous, il y a 3 phases dans un lancement. Il y a sa préparation. Et là, en général, on travaille bien avec nos partenaires distributeurs. Pour trouver effectivement les mécanismes qui vont permettre une montée en diffusion qui soit à la fois large sur l'ensemble des circuits, comme ça a été dit, mais également complète en termes de stratage et de diffusion. Après, on travaille des mécanismes de mise en avant, de théâtralisation, et ça, en général, c'est plutôt bien fait. Et d'ailleurs, moins on a d'innovation, plus c'est simple, pour théâtraliser et mettre en avant ces innovations en magasin. Et après, ce qu'on demande beaucoup à nos clients, c'est comment engager en fait leurs collaborateurs en interne. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait il y a quelques années avec BeReady, qu'on a très bien travaillé à travers des outils de communication interne qui permettent d'engager
les gens du siège, mais aussi les magasins. Et en fait, on demande à nos clients distributeurs, mais comment est-ce que vous pouvez communiquer auprès de vos employés, de vos magasins, pour que ce soit aussi un événement interne, pour pas que ce soit un événement uniquement créé par Ferrero ou par une société en magasin, mais que vous-même, vous perceviez ça comme un événement pour vous, parce que ça va créer de la valeur. Donc ça, c'est la phase de préparation. Après, dans la phase d'exécution, effectivement, là, on s'appuie sur les 500 personnes qui constituent notre force de vente. Et là, l'objectif, c'est de faire un événement qui soit le plus compact possible, le plus dense, c'est-à-dire sur une courte période, mais qui puisse théâtraliser et créer l'événement au maximum. Et après, moi, ce que je demande aujourd'hui à nos clients, c'est ce qui se passe après. Parce que dans beaucoup de pays, notamment en France, il y a une grosse appétence pour l'innovation. Et souvent, quand un plan de lancement est bien exécuté, la phase de lancement, elle est positive. Et ça permet de recruter, de générer de la pénétration pour l'innovation. Mais ce qui la rend pérenne, c'est le réachat. Et donc, en fait, la période qui est vraiment clé dans une innovation, c'est celle qui se situe juste après les quelques premiers mois de lancement. Et moi, ce que je demande aux distributeurs, pour installer cette innovation dans le moyen terme, c'est de définir tout de suite les mécanismes et les modalités de merchandising, c'est-à-dire comment cette innovation va pouvoir être visible, pas à court terme, mais à moyen terme dans un linéaire, comment on va pouvoir également continuer à la mettre en avant sur le long terme et construire finalement un lancement qui soit pas un grand événement et après quelque chose qui retombe, mais finalement quelque chose de progressif qui va pouvoir permettre de continuer à recruter et de continuer à créer de la valeur pour la catégorie. Donc finalement, si je devais retenir une chose sur laquelle j'essaie de convaincre nos amis distributeurs aujourd'hui, c'est de travailler sur cette aftercare, cette période qui est post-lancement et qui permet d'ancrer l'innovation. Parce qu'on voit trop d'innovations qui sortent. Et donc ça entretient une forme de course à l'innovation qui est en plus difficile à gérer par nos clients parce qu'évidemment, il y a besoin de place. Et on sait que la taille des magasins se réduit progressivement dans là où le trafic se déplace. Donc, c'est intéressant, je pense, également pour eux d'envisager ça de cette façon-là. Mais oui, allez-y. Non, je voudrais réagir en ce que dit Nicolas, parce que c'est très juste. Le lancement de l'innovation, c'est toujours un moment, je dirais, très excitant pour tout le monde. C'est l'euphorie pour tout le monde. Voilà, c'est l'euphorie, tout le monde trouve ça génial, etc. Et après, on imagine que voilà, ça a été fait, le lancement a été fait, et maintenant, il va vivre. C'est pas vrai. Il y a énormément de potentiel. Je reprends l'exemple de Ferry parce que c'est le lancement d'il y a 4 mois qui est déjà le lancement numéro 1 en 2021. Donc, on va dire que c'est un lancement extrêmement réussi. Il n'en demeure pas moins qu'il y a encore 88% des Français qui ne l'ont pas encore essayé. Donc, imaginez le potentiel de croissance de catégorie. Et donc, c'est comme le dit Nicolas, c'est en continuant à faire vivre les innovations tout au long de l'année, qu'on va les rendre pérennes et qu'on va faire croître les catégories. Donc, parfois, il faut savoir avoir la balance entre oui, non, mais ça, on l'a déjà vu, c'est quoi votre prochaine innovation? Non, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire derrière les innovations lancées. Je vous rassure, quand un magazine lance une nouvelle formule, le numéro 1, c'est quasiment le plus simple, le plus dur, c'est le numéro 2. Exactement. On est sur la même problématique. Ouais. Vous avez parlé force de vente, théâtralisation, animation, mais la croissance aujourd'hui, et de toute façon, vous en profitez aussi, c'est très bien, elle se trouve du côté d'Internet et des drives. Le rôle de l'innovation, est-ce qu'il est plus dur, oui ou non, de faire découvrir des produits sur les drives et sur Internet par rapport aux magasins? Comment vous jugez l'activité drive par rapport à l'innovation? Est-ce qu'il y en a un des deux qui veut bien se lancer? Écoutez, je pense que, en tout cas, le rôle du drive, étant donné l'accélération, on parlait tout à l'heure en entrée de cette table ronde de la crise, et je crois que s'il y a une chose que la crise a accéléré, en tout cas pour nos modèles économiques, c'est le e-commerce. C'était déjà le cas avant, et la crise sanitaire a vraiment accéléré de façon très profonde, pas qu'en France, le e-commerce, et donc en France, le modèle du drive. Donc, je dirais que c'est particulièrement clé d'utiliser ce circuit-là et que l'innovation soit disponible dans ce circuit-là. C'est moins simple en termes de... Historiquement, on a plus l'habitude effectivement de gérer des lancements et une théâtralisation dans un univers physique. Donc, ça nécessite de trouver les modalités pour créer l'événement sur le drive. C'est possible. Nous, on investit beaucoup aujourd'hui en termes de visibilité sur le drive et on a d'ailleurs des très bons retours
entre l'investissement média, 1 euro investi en média, on génère 7 euros à peu près de chiffre d'affaires pour nos marques. Donc, on sait qu'on peut investir en termes de visibilité sur ce circuit-là parce que le retour sur investissement est très bon. Après, ce qui est plus difficile pour nous, pour nos produits, c'est l'impulsion. Ce qu'on voit dans le drive, c'est que les produits qui ont une prédétermination forte à l'achat, je vais prendre l'exemple de Nutella, est naturellement fort dans le drive. Une marque à l'extrême comme Tic Tac, qui est extrêmement impulsive, qui est en caisse dans les magasins physiques, a beaucoup plus de difficultés sur le drive. Ils n'ont pas encore inventé le devant de caisse sur le drive. Est-ce que c'est nouveau? Voilà. Le challenge pour nous, c'est comment est-ce qu'on crée l'impulsion sur le drive. Donc là, on fait pas mal d'études, on commence à comprendre les parcours d'achat sur le drive. Il y a différentes typologies de parcours d'achat. Et on commence à comprendre comment, dans ces parcours d'achat sur le drive, il faut essayer de générer la visibilité pour les marques d'impulsion pour générer cet achat. Et cet achat, il est important parce que c'est ça qui valorise le panier. Les gens viennent avec une liste de courses et ce sont les produits d'impulsion qui permettent de consolider le panier sur le drive. Et Nicolas, quand on voit l'essor, surtout en levée de fonds d'ailleurs, plus qu'en vente, du quick commerce, vous imaginez que vos produits ont une part de marché à prendre dans la livraison en 10 minutes avant une soirée crêpe? Écoutez, c'est un phénomène qu'on regarde effectivement, Yves, on en avait déjà parlé ensemble et c'est un phénomène qui est nouveau, qui s'accélère. Donc nous, on le regarde. Sincèrement, c'est difficile de voir aujourd'hui exactement la forme que ça prendra. Ce qui est sûr, c'est que oui, nous, on a pour vocation à vendre nos produits partout. Donc aujourd'hui, on regarde ce phénomène-là. On a d'ailleurs quelques contacts. Aujourd'hui, on n'a pas de business ni de contrat directement avec ces intervenants-là. Mais à titre personnel, je trouve que ce modèle-là est rapide, il est smart. Et je pense qu'il est amené à exister de façon durable. Donc oui, potentiellement, dans le futur, je pense que ce seront des intervenants avec lesquels il faudra compter et dans lesquels nos marques, sur des moments de consommation plaisir, de gourmandise, auront leur place. Lorsqu'on parle de lancement, quelle part vous attribuez aux réseaux sociaux, tous les deux, tout simplement? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut lancer un produit sans évoquer les réseaux sociaux? Alors, je pense qu'on ne peut pas lancer un produit sans évoquer les réseaux sociaux, parce que même si nous n'étions pas sur les réseaux sociaux, le consommateur, il est sur les réseaux sociaux. Donc, si on ne le fait pas, lui le fera. Après, tout dépend des marques. Donc, vous avez, par exemple, je vais prendre un exemple extrême, qui est l'innovation Joly. Joly est un produit, enfin, est une marque qui a été lancée spécifiquement pour la France, qui est sur le marché des cires et des dépilateurs. Cette marque, elle s'adresse typiquement aux Gen Z, on va dire, avec toute une gamme de produits à moins de 10 euros. Et là, tout ce lancement a été fait uniquement en digital et en réseaux sociaux. Si vous prenez une marque comme Bearfruit, qu'on a également lancée, qui sont des masques capillaires, qui s'adressent aussi, qui ont ce côté très, très fun, le rôle des réseaux sociaux est très, très important. Donc après, en fonction de chacune des marques, vous allez trouver la bonne balance entre quel est, je dirais, le média traditionnel et quels sont aussi les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, bien sûr, on n'a pas le choix. Nicolas? Oui, je crois que je suis 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a une grande valeur complémentaire pour les réseaux sociaux. Évidemment, pour nous, la publicité traditionnelle, elle permet d'expliquer, de faire comprendre le produit. On a des démos produits, donc on fait comprendre les recettes. Elle permet de positionner le produit. Après, les réseaux sociaux, ils ont un incrémental très fort parce qu'ils permettent de mettre ça dans la main des consommateurs. Et c'est ce qu'attendent aujourd'hui nos consommateurs, c'est de pouvoir réagir, de pouvoir parler, de pouvoir recommander. Et c'est intéressant pour nous, d'abord parce que ça permet de démultiplier les points de contact, particulièrement sur certaines cibles. D'accord ? On sait que le marché publicitaire, la télé, les médias historiques bougent, la consommation des médias bouge aujourd'hui. Donc, c'est d'abord très important pour nous pour toucher certaines cibles. Ensuite, c'est important pour nous pour comprendre la façon dont ces produits sont consommés. D'accord ? Donc, au-delà de ce que les consommateurs vont dire aux autres consommateurs, d'accord, qui est en fait la caisse de résonance médiatique que les réseaux sociaux vont apporter, c'est aussi pour nous une façon d'avoir un certain feedback, c'est-à-dire comment ce produit est consommé. Parce qu'entre l'idée que nous, on a et qu'on a testé de la consommation et de l'usage de ce produit, les réseaux sociaux nous permettent d'écouter et de comprendre finalement
comment ces produits-là sont consommés. D'accord ? Je vous donne 2 exemples. Un exemple autour de Nutella, parce que très longtemps, nous, on a beaucoup communiqué sur le petit déjeuner sur Nutella. Et c'était vraiment ça le positionnement de la marque. Et très longtemps sur les réseaux sociaux, la marque a été utilisée aussi pour cuisiner. Et finalement, le moment où nous, on a écouté ça sur la marque Nutella, et où on a dit, effectivement, on vous entend, on va développer des recettes. On a sorti un livre de recettes, plusieurs livres de recettes d'ailleurs sur Nutella. Et on va contribuer à ça. Ça a été un game changer pour Nutella en termes d'usage. L'autre exemple, c'est Kinder Bueno. Dans Kinder Bueno, vous savez qu'il y a deux petites barres dans un Kinder Bueno. Et on a compris dans les réseaux sociaux qu'il y avait des valeurs de partage, en tout cas dans les usages de la façon dont la marque était consommée. Et ça a été très intéressant pour nous, pour comprendre l'usage de cette marque. Et on a intégré également ça dans nos stratégies et ça nous a permis de capitaliser sur ça. Donc, vous voyez, les réseaux sociaux, ils ont une vraie vertu, bien sûr médias, dans les plans médias, mais également d'échange avec nos consommateurs pour progresser dans la façon dont on comprend l'usage de nos marques. Mais comment vous faites pour l'innovation. Comment vous faites finalement pour comprendre le consommateur? Parce que j'ai l'impression qu'il est de plus en plus compliqué à comprendre. Il y a plein de tendances qui se contredisent les unes par rapport aux autres. Je fais toujours la caricature. J'ai l'impression qu'il ne faudrait manger que des produits bio en circuit court, made in France et bon pour la santé. Et la première référence en chiffre d'affaires, ça reste un pastis en France. Donc comment vos responsables marketing, vos équipes font-elles pour y comprendre quelque chose, déceler les bonnes tendances, sur quoi faut-il être présent dans cette difficulté, un petit peu ce capharnaüm de la tête du consommateur? La première chose, c'est qu'il faut absolument continuer à écouter le consommateur et l'écouter souvent et sur beaucoup de sujets. Ensuite, la deuxième chose que nous essayons de mettre en place, c'est de dire qu'il faut que le trio prix, performance et impact fonctionne. Et dans impact, c'est je veux un produit qui soit bon pour moi, bon pour ma famille, bon pour ma planète. Et avec ce trio-là, normalement, on a tous les éléments. Et ensuite, il faut suivre le consommateur. Parfois, il a plus envie d'avoir une performance et il est prêt à, je dirais, à être un peu moins regardant sur les autres aspects. Parfois, vraiment, l'impact sociétal va être très important. Donc, il faut continuer à écouter le consommateur de manière, je dirais, très ouverte, souvent, et vraiment de l'écouter. Nicolas Nekoff? Vous avez raison, Yves. Alors, il y a ce qu'on appelle les tiraillements un peu des tendances. On voit très clairement les exemples. J'en prends 2. Le premier, à la fois, nous, on voit que les gens déclarent vouloir continuer à cuisiner ensemble suite au confinement. Donc, par exemple, on nous dit 58% des familles continuent en fait à faire de la cuisine ensemble, même après les confinements. Et en même temps, on n'a jamais vu un essor aussi fort de la livraison des repas à domicile tout fait. Vous avez raison, si on prend le plaisir, c'est une tendance très forte et on voit dans toutes les crises des phénomènes un peu compensatoires avec l'accélération de l'envie aussi de se faire plaisir et en même temps des tendances sur le bien manger qui sont des tendances de fond. Alors nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut d'abord effectivement détecter ces tendances et elles peuvent être contradictoires et c'est pas grave parce que certaines sont des tendances de fond et d'autres sont des tendances qui sont plus conjoncturelles. Et après, l'objectif pour nous, c'est de réconcilier ces tendances. Parce qu'en fait, c'est un peu ça la complexité du consommateur. Sur le plaisir, par exemple, nous, notre conviction, c'est que les moments de plaisir et les petits moments de gourmandise, ils sont essentiels à la vie. Parce que c'est ce qui permet de développer du lien avec les gens. Et on voit bien qu'on ne peut pas vivre sans petits moments de plaisir, petits moments de gourmandise. En revanche, ça donne des responsabilités, évidemment, pour une société comme la nôtre, en termes de communication, en termes d'éducation alimentaire, en termes d'accès au sport, en termes de solidarité. Et donc, en fait, il faut des sociétés comme les nôtres réconcilient un peu ces tiraillements. Et c'est ça que le consommateur, finalement, attend. Autre sujet qui me paraît important, encore plus quand on sait donc ce que vous nous avez dit, 5 à 7 ans pour sortir une innovation, comment vous travaillez à la fois cette nécessité de l'innovation et de la valorisation et cette question du pouvoir d'achat des Français et même des Européens, j'imagine, qui regardent quand même un petit peu au centime près actuellement. Comment vous fixez le curseur, Nicolas?
Écoutez, on essaye de prendre des décisions qui soient cohérentes. Effectivement, une innovation, elle est là pour créer de la valeur, valoriser les marchés. Alors, il faut quand même rappeler qu'on se situe, et on le sait, depuis plusieurs années dans un phénomène de déflation, hein, et de tension sur les prix. Donc, l'innovation, elle a pour rôle justement d'apporter cette valeur. Et nous, on le voit très bien avec nos produits. Quand on suit l'évolution des prix de vente consommateurs de nos marques historiques, on voit le reflet, hein, de cette tension compétitive qui se retrouve sur les prix. D'accord ? Et on voit également en parallèle que l'innovation, elle va permettre de recréer de la valeur. Donc, je pense qu'elle a une utilité dans ce cercle-là. Vous voyez ? Et donc, l'innovation, elle doit à la fois être accessible en termes de prix en valeur absolue, mais elle doit avoir pour objectif et pour résultat de recréer de la valeur, de créer de la valeur sur les catégories sur lesquelles elle arrive. Mais que ce soit de la valeur pour le consommateur en termes de réponse à une tendance, de la valeur pour nos clients en termes, bien sûr, de premiumisation ou de valeur sur la catégorie, et puis de la valeur, bien sûr, pour les sociétés qui innovent et qui investissent beaucoup d'argent pour créer et soutenir cette innovation. Vous voyez, il y a une forme de triple win sur l'innovation. Ouais, je suis tout à fait en ligne avec ce que vient de dire Nicolas. Le rôle des catégories, le rôle des innovations, c'est vraiment de créer de la valeur et de faire croître les catégories. Et tout le monde s'y retrouve. C'est créer de la valeur pour le consommateur quand on amène des innovations qui ont une vraie performance produit supérieure. Ça crée de la valeur pour le distributeur quand on a effectivement fait augmenter la totalité de la catégorie. Et c'est ça qui est important. Pour nous, comme on essaie de suivre, c'est en prenant ces trois aspects que je vous ai donnés, hein, le prix, la performance et l'impact, et de se dire sur chacune de nos catégories, écoutons bien ce que dit le consommateur. Je vous donne un exemple sur la naturalité, donc sur l'impact. Vous avez presque 40% des Français qui sont prêts à payer plus cher un produit pour avoir des ingrédients plus naturels. Ça, c'est quelque chose qu'on entend. On entend que vous avez 30% des Français qui sont prêts à payer là aussi plus cher pour avoir un produit, même dans les lessives ou dans les adoucissants, avec des parfums beaucoup plus sensoriels et un choix de parfums. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut... je dirais qu'il faut absolument premiumiser tous les marchés, mais il faut sur chaque marché regarder quels sont les axes sur lesquels on peut servir le consommateur en fonction de sa demande, tout en créant de la valeur pour tout le monde. Ah oui, une autre question, on a organisé un colloque récemment, je ne veux pas dire que j'ai été choqué parce qu'il en faut d'autres pour me choquer, on va dire interpellé. Les distributeurs, lorsqu'ils parlent Made in France, circuit court et surtout Made in France, ils ne parlent que PME. Vous êtes des grands groupes, mais vous avez des usines en France tous les deux. Comment vous faites pour essayer de valoriser le Made in France? Parce que le Made in France, ce ne sont pas que des PME et des TPE. Est-ce que vous communiquez dessus? Comment vous jouez cette carte réelle? Vous fabriquez certains de vos produits en France? Alors oui, absolument. Vous avez raison de le souligner. Amiens et Blois, donc sur des catégories comme les lessives ou comme les shampoings, sont vraiment des produits made in France. Et non content de livrer pour le marché français, on exporte dans plus de 52 pays. Et je peux vous assurer que le Made in France résonne absolument partout. Donc ça, c'est un. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on communique ça sur nos produits. Donc sur nos produits, vous avez le Made in France. Et on essaye de casser effectivement ce paradigme où certains pensent, parce qu'on est une société américaine, que pour finir, on n'a pas beaucoup de Made in France. Nicolas? Oui, écoutez, je vais vous faire une réponse qui est parallèle parce que nous, on a de la même façon une usine en Normandie qui est la plus grosse usine pour Nutella au monde, et Kinder Bueno. Et effectivement, une de nos tâches, c'est de valoriser cette production française, d'abord parce que c'est ce qu'attendent les consommateurs. Aussi parce qu'on a la chance de s'approvisionner à 56% en ingrédients français. 100% du sucre, 2/3 de notre lait. Donc, on peut valoriser pas seulement le fait que ces produits sont fabriqués en France, mais ils sont fabriqués aussi majoritairement à partir d'ingrédients qui sont faits en France. Et ça valorise également ces circuits courts dont vous parlez, qui sont une autre attente. Et le consommateur commence à faire la différence entre ce qui est assemblé, fait en France, au sens la dernière étape de fabrication, et ce qui vraiment est issu du savoir-faire et de l'expertise en France. Donc, nous, on milite beaucoup pour
une agriculture française forte, pour que ce capital agricole soit fort, pour que des sociétés comme la nôtre, qui sont une société étrangère, italienne, investissent en France. Et nous exportons depuis la France du Nutella et Kinder Bueno dans pas mal de produits européens. Donc vous voyez, c'est une façon de valoriser l'expertise agricole française, les filières agroalimentaires françaises, et d'en faire, et ça c'est un vrai sujet de souveraineté, un asset d'export pour d'autres pays. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans nos mains à nous, d'expliquer ça effectivement à nos clients distributeurs, mais aussi à nos parties prenantes, notamment du monde politique, pour le valoriser. Mais ça correspond à une attente très forte de nos consommateurs. Vous m'arrêtez, Nicolas, j'ai peut-être tort, mais à l'origine, l'usine est à Rouen, c'est qu'il y avait beaucoup de produits pour avoir du lait, tout simplement, en Normandie. Absolument. Donc c'était déjà le monde agricole. Il y a du sucre et elle est positionnée pas loin tout près de la Seine, justement, pour permettre un approvisionnement justement de toute cette partie de la France en sucre et en lait. Alors, on a un sondage en direct, j'aimerais avoir vos réactions. Quels sont vos principaux vecteurs d'innovation? 50% supériorité produit, 50% le packaging. C'est peut-être un sondage, on ne va pas dire biaisé, mais qui reflète l'avis de professionnels et pas de consommateurs. Vos réactions, 50-50 entre le packaging et l'innovation produit. Pas de réaction? Je pense que c'est un peu... C'est un peu, si je puis me permettre, surcoté pour le packaging pour assurer la durabilité de l'innovation. Oui. C'est vrai que le packaging, la capacité à émerger, la capacité à donner envie est importante. On sait que depuis plusieurs années, il peut y avoir de l'innovation dans le packaging. D'accord ? Et que le packaging lui-même innove et est un vecteur d'innovation. C'est-à-dire que la forme même du packaging peut rendre l'innovation innovante, peut donner une valeur d'innovation en produit. De mon expérience, c'est très vrai pour la première partie de l'innovation, pour séduire, d'accord ? Pour le réachat, je pense, et pour la durée de vie de l'innovation, le produit lui-même et sa supériorité est quand même plus important. Donc moi, je dirais plutôt 70-30. Voilà. Et ce 50-50 doit refléter la préoccupation des professionnels, surtout. Voilà. Oui, je pense. Après, nous avons effectivement, je pense que je rejoins ce que Nicolas a dit, au sens où le consommateur, ce qu'il achète, c'est un produit. Oui. C'est un produit pour une performance, pour répondre à un besoin. Ouais. Alors oui, ces besoins se sont étendus au packaging, mais j'essaye de trouver un exemple, si vous voulez, et c'est sans doute c'est parce que je l'ai amené qui me vient à l'esprit, mais quand vous regardez, ça c'est Pampers hybride, d'accord ? Donc en fait, à la fois et le produit et le packaging sont importants. Ça, c'est une couche qui est mi-jetable mais réutilisable. C'est quelque chose qui n'existe pas, qui a une vraie demande sur le marché, d'accord, derrière la naturalité. Et en même temps, vous voyez que le packaging n'a rien à voir avec les packaging Pampers habituels et c'est un blockbuster de Pampers. Donc je pense que la balance est importante. Autre question et réponse des internets. Dans votre activité, l'innovation dope-t-elle les ventes ? Il y a quelques sceptiques quand même, parce que c'est seulement 67% de oui. Absolument, l'innovation est très importante. Oui. Elle est très importante pour, encore une fois, dynamiser les catégories et les faire croître. En revanche, ce qui est important, c'est que pour la totalité de la croissance, il ne faut pas oublier ce que je vais appeler tout le core business. Et absolument, on doit croître sur ces deux aspects. Mais l'innovation est absolument un grand vecteur de croissance. Et Nicolas, je pense que vous n'allez pas me répondre à ma question, mais j'imagine que vous avez déjà les 2 ou 3 grosses innovations de l'année prochaine qui sont dans les cartons. Oui, on les a. On vient de commencer la livraison des tablettes au Rocher, vous le savez, Yves, là, qui vont arriver en novembre en magasin. Et nous aurons des innovations également sur le marché des glaces pour l'été prochain. Donc oui, on continue. Je pense qu'il y a une vraie préoccupation avant d'innover, de savoir comment on fait croître le business historique. Il faut avoir des clés pour faire continuer à croître ce business-là pour que l'innovation soit incrémentale. Et c'est ça qui est vertueux. Après, nous, notre expérience, c'est que l'innovation représente entre 30 et 50% de la croissance sur ces dernières années. Donc, elle a quand même une vraie vertu pour accélérer l'innovation et créer aussi un cercle vertueux pour les marques. Parce que quand on innove avec une marque, c'est toute la marque qui ressort grandie quand l'innovation est un succès.
Eh bien, merci à tous les deux. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci je ne sais pas maintenant comment on dit, de marrainer et de parrainer les trophées de l'innovation LSA. Rendez-vous le 8 décembre, mais avant, n'oubliez pas de déposer vos dossiers. Nous retrouverons pour le jury. Je pense que c'est important tout simplement de fêter l'innovation. On a besoin d'optimisme. Et puis, je ressors qu'il y a de l'optimisme depuis le début de la matinée. C'est ça qui est important. Donc, on a besoin, tous les professionnels de la consommation, de se retrouver à un moment donné et de dire, quand même, il y en a beaucoup qui ont bien travaillé et de féliciter tout le monde. Vous pouvez retrouver sur le site lsa.fr dans la rubrique webinar et après, ça viendra naturellement sur le site, les deux émissions de ce matin. Merci Béatrice Dupuis, merci Nicolas Nekoff. À bientôt Merci. Dans un événement LSA ou sur le site lsa.fr. Merci et à bientôt. À bientôt, merci.